Choyé ce midi avec la présence de deux grandes leaders qui sauront vous partager leurs réflexions et leurs ambitions à un moment où nous en avons bien besoin, puisque les défis sont nombreux et que le contexte, disons-le, est encore très mouvant. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais remercier les partenaires qui rendent possible la tenue de cet événement, à savoir le groupe C'est la Gagnière, Fonds d'Action et Desjardins. Merci pour votre soutien, merci pour votre engagement dans la Chambre, dans le réseau. C'est grandement apprécié. Pour votre information, l'activité de ce midi va être enregistrée afin de la rendre disponible pour des gens qui n'auraient pu être des nôtres ce midi. Donc, ce sera disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez la visionner ou la recommander à quelqu'un dont vous savez que ce sera dans ses intérêts. Et maintenant, pour nous présenter nos panélistes, j'aimerais inviter un de ceux, en fait, qui s'inscrit pleinement dans le virage vert qui est en train d'opérer l'Est de Montréal grâce à la revitalisation de millions de pieds carrés de friches industrielles à laquelle son entreprise travaille ardemment depuis plusieurs années. Et j'ai nommé M. Guy Lagagnière, qui est président du groupe C'est Lagagnière et également président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. M. Lagagnière. Merci, Christine. Alors, chers membres de la Chambre de commerce, chère équipe de la permanence et administrateurs du Conseil, chers panélistes, mesdames, messieurs, bonjour à tous. C'est un grand plaisir, au nom de la Chambre la plus audacieuse, dynamique et même différenciée du Québec, de vous accueillir aujourd'hui. Puis quand je dis différencié, je pense que mes mots sont pesés parce que, vous savez, à la page 246 du budget fédéral d'hier, on parle de l'Est de Montréal. Alors, je pense qu'on se différencie vraiment. Groupe C'est Lagagnière est une entreprise familiale enracinée dans l'Est de Montréal depuis maintenant 60 ans. Donc, bien avant que les projecteurs n'y soient braqués et que l'engouement qu'on vit depuis 2 ans se fasse sentir. Bénéficiant d'une réputation d'excellence en revalorisation de propriétés contaminées, comme l'a bien dit Christine, Groupe C'est Lagagnière a fait l'acquisition de plusieurs millions de pieds carrés de terrain de l'ancienne raffinerie Shell de Montréal-Est en 2017 pour y ouvrir notamment le plus grand centre de traitement biologique de sols contaminés du Québec, soit le CEME. Notre vision pour l'Est de Montréal est définitivement de contribuer à convertir son passif environnemental en un actif profitable, durable économiquement, environnementalement et aussi socialement. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter les deux femmes d'exception qui vont animer notre panel et qui promettent d'être des plus intéressants. Mesdames Geneviève Morin et Monique Leroux sont toutes deux reconnues pour leur leadership charismatique et incontestable en gestion, en gouvernance, en finance et en investissement durable. Elles possèdent un solide instinct des affaires muni d'un sens de l'éthique aiguisé. Elle contribue en tant que dirigeante, que femme, que stratège et que visionnaire à faire du Québec une économie inspirée et inspirante à l'aube de l'ère post-pandémique. Laissez-moi vous les présenter davantage. Mme Monique F. Leroux est administratrice de société, vice-présidente du conseil de gestion Fiera. Elle siège notamment sur les conseils d'administration de Bell, Michelin, Couche-Tard, l'Allemand, et j'en passe. Elle était présidente du conseil et chef de la direction du Mouvement Desjardins de 2008 à 2016. De 2016 à 2020, elle a présidé le conseil d'administration d'Investissement Québec. En 2020, elle a été nommée à la tête du conseil sur la stratégie industrielle par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. Mme Leroux est membre de l'Ordre du Canada et l'Ordre du Québec et détient plusieurs autres titres prestigieux, incluant de nombreux doctorats honoris causa en reconnaissance de sa contribution dans le secteur des affaires et de la communauté. Pour ma part, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Mme Leroux lors d'un dîner de la Chambre en 2012 où nous avions échangé, entre autres, sur l'éducation, la musique et la relève d'entreprise, processus que Groupe Lagagnière allait entreprendre quelques années plus tard. Son écoute, ses précieux conseils donnés avec générosité et authenticité me servent encore aujourd'hui. Je peux vous confirmer qu'elle a une excellente mémoire car plusieurs années plus tard, elle me rappelle à l'ordre par mon nom lors d'une formation donnée par Investissement Québec à laquelle j'assistais parce que oui, parfois, je peux être indiscipliné. Notre deuxième panéliste, mais non la moindre, est Mme Geneviève Morin, PDG de Fonds d'Action depuis 2020, janvier 2020. Elle cumule une trentaine d'années d'expérience au sein du secteur financier. Elle s'est adjointe à l'organisation lors de son démarrage en 1996, d'abord à l'administration, puis aux finances et au développement corporatif, avant d'être nommée chef de l'investissement en 2011, contribuant directement dans le positionnement de Fonds d'Action en tant que plus grand fonds d'investissement engagé en développement durable au Québec. C'est pas rien. Félicitations, Fonds d'Action célèbre donc ses 25 années cette année. Elle siège également au conseil d'administration d'Écotech Québec. De février à décembre 2019, Mme Morin a occupé les fonctions de PDG d'Ange Québec Capital. Elle a également occupé différents postes au sein du Mouvement Desjardins. Elle a été membre du conseil d'administration d'Investissement Québec de 2011 à 2020 et a coprésidé le réseau Capital en 2010 et 2011, année où elle en est devenue gouverneure.
J'ai rencontré Mme Morin pour la première fois en juin 2015 lors d'un événement organisé par Ange Québec. Nous avons même siégé sur le conseil ensemble. J'ai rapidement réalisé que j'avais affaire à une femme visionnaire, mordue de finances et d'entrepreneuriat et de développement durable. Vous comprendrez que nous avons rapidement connecté et quelques années plus tard, Fondation devenait partenaire du groupe C. Laganière. Grâce à Mme Morin et à son équipe, notre entreprise a été propulsée à un autre niveau. Le panel d'aujourd'hui s'inscrit pour moi dans la continuité de ces rencontres marquantes et sera assurément une opportunité unique pour nous, active communauté de l'Est de Montréal, de poursuivre le dialogue sur des enjeux tellement pertinents et tellement 2021 avec ces femmes de tête, de cœur et d'expérience. Prenez garde, les termes de la diversité, de l'inclusion, de la relance, de l'économie verte, de l'innovation, du reprenariat et de l'entrepreneuriat au féminin, vu à travers les lunettes de deux femmes visionnaires, Mme Leroux et Morin, risquent de générer des pistes de réflexion et d'action percutantes. Geneviève, Monique, merci de votre engagement exemplaire et de prendre le temps de nous transmettre votre vision sur ces grandes transformations économiques qui nous interpellent tous. Nous avons tous très hâte de vous entendre. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est bien apprécié. Alors, un grand merci, mesdames, Madame Leroux, Madame Morin, d'être présentes et de partager votre vision avec nous ce midi. Pour notre auditoire, en fait, j'aimerais juste préciser qu'il y aura une conversation que j'animerai dans un premier temps et par la suite, il y aura une période de questions à laquelle vous êtes tous, bien entendu, invités à contribuer. Il y aura pour ce faire une bande sur la droite là, qui va s'activer où vous pouvez écrire vos questions. On les relaiera à nos panélistes. Alors, pour débuter, commençons dans le fond par le thème là, qui nous talonne depuis plus d'une année, la COVID. Quelles leçons, diriez-vous, pouvons-nous tirer à ce jour de cette crise importante que nous traversons? Alors, Madame Leroux, commençons avec vous. Alors, dans un premier temps, bonjour à tous et à toutes et merci beaucoup, Guy Laganière, de vos propos bien généreux et de belles conversations, effectivement, on a eu ensemble et coup de chapeau à vous et à tous vos gens qui vous entourent pour votre leadership auprès de votre entreprise, mais auprès aussi de l'ensemble de l'écosystème où vous œuvrez. Vous avez un rôle très important. Alors, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut retenir de cette crise et on est toujours dedans. On n'a pas encore complètement terminé. Et j'ai envie de lancer quelques pistes et puis j'ai hâte d'entendre aussi Geneviève en parler. Je dirais que le premier point, moi, qui me frappe en termes de, appelons ça, il est peut-être un peu tôt de parler de leçons d'apprentissage, mais certainement notre capacité comme humain, voire comme entreprise, parce que les entreprises, c'est juste des organisations humaines, à afficher une certaine résilience. Ça, pour moi, là, ça m'apparaît être un élément assez marquant. Si on retourne il y a un an en arrière, on avait cette espèce, je dirais, d'inquiétude profonde de dire est-ce qu'on va être capable, est-ce que le monde va passer à travers, est-ce qu'on va avoir un shutdown complet de l'économie, qu'est-ce qui va se passer avec nos entreprises? Et on s'est rendu compte d'un certain niveau de résilience, mais je vais revenir parce qu'il y a un aspect aussi qui m'amène à réfléchir quand je regarde le futur. Et deuxième élément, une crise comme celle-là, une pandémie comme celle-là, comme la crise financière de 2008, qu'est-ce que ça a aussi comme impact, comme leçon, comme apprentissage? C'est que des facteurs qui existaient, qui étaient des signaux plus ou moins faibles avant le début de la crise, s'accélèrent au moment où une crise arrive. Alors, on l'a vu avec la technologie. On le voit en fait avec les dimensions des changements climatiques. Donc, la crise, la pandémie ici a un effet d'accélérer des changements structurels, des défis, des enjeux qui se retrouvent tout simplement accélérés et pour lesquels on se dit, bon, le moment est venu de faire quelque chose avec ça. Donc, troisième autre élément, c'est qu'une crise, une pandémie a pour impact, d'une certaine manière, de faciliter l'acceptation au changement. On n'a carrément pas le choix. Alors, c'est éminemment désagréable à certains moments, mais en même temps, il y a un côté là-dedans très, très puissant. Et j'ose penser, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que je pourrais continuer, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire,
Mais je vous parle de ça en observant les entreprises avec lesquelles je travaille. Je pense que l'enjeu est de se dire, quand on a une crise, comment est-ce qu'on peut gérer le plus urgent avec une équipe d'urgence et donc comment est-ce qu'on est capable, dans ce cas-ci, sur le plan, par exemple, du Canada ou du Québec, de gérer la pandémie sur le plan sanitaire, mais en même temps, comment on s'organise pour pouvoir prendre cette accélération de changement, cette ouverture au changement pour être capable de repositionner soit notre économie, soit la société, soit notre entreprise d'une manière encore plus robuste et résiliente. Et là, je reviens sur la résilience en disant que ça nous amène aussi à constater que très souvent, on découvre à travers une crise un risque que nous connaissions, mais qu'on avait décidé de plus ou moins s'occuper. Alors, c'est ce qu'on appelle parfois les petits signes noirs qui apparaissent. Alors, une autre leçon, je pense qu'on peut apprendre, c'est, surtout quand on gère une entreprise, de toujours avoir en tête les petits signaux ou les risques qui peuvent se présenter de manière à parer à ces risques-là, mais en même temps, pouvoir saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Donc, pour moi, j'ai une réaction par rapport à la crise qui est d'abord humaine, parce qu'on a tous perdu quelqu'un, un de nos proches, un ami, de la famille par rapport à cette pandémie, puis ça, c'est un élément humain difficile. Mais en même temps, je me dis, essayons tous ensemble, je pense que c'est ça un peu l'objectif aujourd'hui, de dire, à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus loin d'une manière, je dirais, plus résiliente, plus verte et plus forte pour nos communautés. Réponse très engageante, malgré l'ampleur des défis. De votre côté, Madame Morin, comment est-ce que vous voyez ces leçons qu'on peut tirer jusqu'à maintenant? Je pense qu'on va être assez rapidement d'accord. Je vais rester un peu dans la même ligne. D'abord, pour moi, la crise, ce qu'elle a beaucoup permis, c'est qu'on prenne tous conscience de notre humanité commune, de l'interrelation entre les gens, du fait que le plus important, c'est les gens, comparé à toutes sortes d'autres considérations qui parfois prennent leur place. Et donc, une certaine un éveil à des préoccupations plus humaines. Et ça, je considère que c'est le plus beau cadeau que la pandémie nous a fait. L'autre chose, c'est que malheureusement, effectivement, ça a révélé les faiblesses de l'économie. Une des faiblesses qui a été révélée, à mon avis, c'est toute la question des inégalités. C'est certain que la pandémie à Saint-Michel puis la pandémie à Outremont, ce n'est pas la même pandémie. Et donc, on a vu tous les faits sur les femmes, sur les personnes de minorité culturelle, plus de chômage, plus de maladies. Il y a quelque chose là qui montre l'importance que nos sociétés deviennent plus égalitaires et qu'on s'en préoccupe de ces inégalités-là qu'on effaçait un peu, puis on se disait, ah, le Québec, c'est pas pareil. Fait qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Les entreprises ont été très impressionnées, je crois, de leur agilité soudaine. On a tous fait des choses qu'on ne pensait pas possibles dans un délai qu'on croyait totalement fou. Puis quand on vous aurait dit que tous vos employés seraient en télétravail au bout de 3-4 jours, vous auriez un site Internet sur lequel vous vendriez 45% de ce que vous vendiez l'année dernière, ou je sais pas quoi. Ça, on ne pensait pas que ça se pouvait. Et ça ouvre des perspectives. Et là, je rejoins aussi ce que Monique mentionnait sur notre capacité de quoi à prendre du changement. Et on dit, wow, attends un peu, mais on est capable de plus que ce qu'on croyait. Et ça, il faut en profiter. L'autre, dernier élément là, que je voudrais mettre de l'avant, c'est la question aussi qu'on a constaté dans cette pandémie-là, que lorsqu'on a des pratiques durables, on est mieux équipé. On se le disait, mais là, la preuve, c'est faite. Dans chaque entreprise, les endroits où vous vous étiez préoccupé de l'aspect plus durable, ça a donné quelque chose. C'est peut-être pas toujours possible de faire exactement, mais vous avez qu'à vous revirer de bord, etc. Alors, les entreprises, nous, on l'a vu dans notre portefeuille, les entreprises où il y a de la diversité, où il y avait
des systèmes de gouvernance ont été capables de se revirer de bord beaucoup plus rapidement, de déployer d'autres choses, de trouver un autre produit, etc., que d'autres. Tout le système, dans le système financier, les fonds d'investissement qui sont ESG ont beaucoup mieux fait que les autres. Il y a eu une meilleure résistance à la baisse, etc. Donc, on se disait qu'il fallait faire certaines choses pour se renforcer. La pandémie, elle a montré que les faiblesses ont effectivement un coût, puis elle a montré que quand on prend le temps de se renforcer, ça peut en valoir la peine. Alors, je pense que ce sont les leçons. On essaie de tirer des leçons positives quand même de cette pandémie-là, mais des leçons qu'on peut tirer. Oui, des leçons aussi, des apprentissages que l'on verra à garder avec nous pour la suite des choses. Effectivement, on a été surpris nous-mêmes de voir à quel point on pouvait pivoter, là, un des mots-clés de 2020. Et j'ai personnellement aussi été étonnée de voir à quel point les gouvernements pouvaient se retourner rapidement pour déployer des mesures de soutien. Ça, vraiment, je n'avais pas vu ça avant cette crise-là. On a vu à quel point la rapidité était au rendez-vous. Madame Leroux, là, dans le rapport du Conseil sur la stratégie industrielle que vous présidez, vous en venez à la conclusion que cette crise qu'on traverse, c'est l'occasion d'apporter un changement transformateur. Alors, qu'est-ce que vous entendez plus particulièrement par ce changement transformateur auquel vous en appelez? Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur les propos de Geneviève sur la question des inégalités. Je partage ça totalement. Et je partage aussi tout à fait la notion de la perspective durable et des facteurs qu'on appelle RSE ou ESG, là, bâtis dans les portefeuilles ou dans les stratégies des entreprises. Je vais y revenir. C'est un point très important. Dans le rapport, ce qu'on a fait, ça a été dans un premier temps, juste pour un peu d'historique, on a pris énormément de temps d'écouter ce que les entreprises avaient à dire à travers le Canada, dont le Québec. On a fait plusieurs sessions au Québec qui ont été extrêmement importantes rapidement pour aligner un peu les choses. Et on a vu finalement deux grands éléments. Le premier, c'est qu'il y avait des situations d'urgence. Des inégalités d'une certaine manière causées par la crise parce que la crise a eu un impact et elle l'a toujours de ne pas être homogène, c'est-à-dire qu'elle frappe certains secteurs d'une façon très, très dure, le secteur culturel, à titre d'exemple, le tourisme, etc. Et là, on est arrivé avec des recommandations et je suis contente quand je regarde les choses, là, on pourra y revenir aussi avec le budget, que certaines actions qu'on a recommandées ont été prises pour être capable de stabiliser certains secteurs extrêmement touchés. Alors, ça, c'était des choses très court terme sur lesquelles il fallait agir rapidement. Mais en même temps, on s'est dit, comme je mentionnais tantôt, que la crise avait un facteur d'accélération sur des transformations et on s'est dit, comment on peut s'organiser pour mieux identifier d'abord ce qui se passe dans le monde. Il y a des changements géopolitiques, géoéconomiques extrêmement importants actuellement. On voit qu'on redéfinit les pouvoirs, soit-il de la Chine, des États-Unis, etc. Donc, on voit que ce grand mouvement de mondialisation qui va se poursuivre, mais est en train de se redessiner un petit peu, bien ça nous interpelle comme pays pour dire, bien, quand on regarde l'avenir, est-ce que nos entreprises sont compétitives? Est-ce qu'on est un pays qui, en fait, capitalise sur ses forces? Et comment est-ce qu'on peut corriger certains des enjeux qu'on a? Et ça nous a amené à dire, d'une part, qu'on avait naturellement au Canada et au Québec un immense avantage stratégique à partir de nos ressources. Et les ressources au sens large, énergétiques, eau, minéraux, forêts, et que pour certains, ça peut être un problème. Et là, je reprends ce qui a été dit par Guy Lagannère en introduction. On a un certain passif environnemental dans certaines de nos ressources pour ne pas les qualifier à l'ouest du Canada. Et comment est-ce qu'on est capable de prendre ça et prendre en fait ce passif d'une certaine manière et à travers des technologies vertes, être capable de convertir et de faire un actif vert en mode leadership à travers le monde. Donc, ce qu'on a essayé de faire, ça a été de se dire quels sont en fait des éléments sur lesquels le Canada, avec les entreprises, avec l'appui des pouvoirs publics, mais
avec un leadership des entreprises, on serait capable de se positionner. Et là, on a sorti 4 points de convergence qui touchent à peu près tous les secteurs d'activité économique, le digital, les ressources dans une perspective RSE, ESG, avec une intégration forte des technologies vertes et de l'énergie propre. Le troisième, c'est tout le volet du manufacturier innovant qu'on peut même associer finalement aux technologies vertes. Et ça touche le biomédical, ça touche le secteur de la santé, ça touche évidemment l'aérospatial, les transports, etc. Et le quatrième, c'est tout le grand secteur au sens large de l'agriculture et de l'agroalimentaire, pour lequel le Canada et le Québec, quand on regarde ça, là, sur ces 4 piliers-là, on a des avantages stratégiques très importants. Et donc, dans cette nouvelle géopolitique, comment on est capable d'aligner des politiques publiques, puis une stratégie industrielle, puis une orientation qui vont faire que les investissements structurants, par exemple en infrastructure, puis prenons le port de Montréal comme un exemple, prenons la logistique autour du port de Montréal, comment on est capable de convertir ça de façon verte, de façon digitale et d'une façon qui, à un moment donné, va renforcer la compétitivité de d'autres secteurs, comme par exemple le secteur agroalimentaire. Vous voyez comment, au fond, à partir d'une idée, on a fait une espèce de cercle vertueux qui peut vraiment positionner le Canada, nos entreprises et bien entendu le Québec de façon forte. Alors, c'était un peu la toile de fond. Puis on a mis, pour conclure, une emphase très importante sur comment les entreprises canadiennes et québécoises peuvent avoir un rôle de leadership beaucoup plus important sur tous les facteurs ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance, parce qu'a priori, on a les caractéristiques, au moins sociales, pour être en mesure de pouvoir se distinguer à l'échelle de la planète. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on mettait dans ce rapport en termes de conclusion sur l'avenir. Merci. Un grand tour de piste bien ramassé. Madame Morin, de votre côté, qu'est-ce que vous voyez comme transformation à opérer au Québec là, pour assurer une relance économique qui soit réussie? C'est tellement intéressant d'entendre Monique nous parler, elle aussi, de l'aspect transformateur, hein, parce que c'est beaucoup ça. Dans les premiers mois de la COVID, les gens disaient quand est-ce qu'il y aura une relance, on veut une relance, il faut relancer l'économie, il faudrait que l'économie revienne comme avant. Puis on disait, mais non, il ne faut pas qu'elle revienne comme avant. Au contraire, il faut qu'on tire les leçons puis qu'on transforme. Alors, pour nous, cette transformation-là, c'est très clair. Il faut que ça s'enligne sur 4 grandes tendances qu'on sent qui nous apparaissent comme les trames de fond à partir desquelles les entreprises doivent se développer. Puis ça, vous allez voir, ça s'applique à plusieurs secteurs. Mais la première notion, c'est l'équité. Il faut absolument qu'on s'en aille vers une économie plus équitable. La notion de l'écartèlement toujours des richesses entre les riches et les pauvres, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut s'assurer notamment de renforcer la mobilité sociale, donc l'accessibilité à l'éducation, à la santé, à un logement, à une alimentation saine, etc. Donc, les entreprises qui prennent cette tendance-là, qui se préoccupent de la manière dont la richesse se répartit à l'intérieur de leur entreprise et de la réponse qu'ils font à des besoins collectifs, nous apparaissent porteuses. Deuxièmement, l'inclusion. Donc, le côté, il ne faut pas on ne peut pas se permettre de se passer de cerveau. Là. On ne pouvait pas se permettre de se passer des femmes qui étaient la moitié. C'est encore le cas, mais de toutes les minorités culturelles non plus. Puis au-delà d'une diversité, il faut s'assurer d'intégrer. Et là, encore là, on l'a vu dans la COVID, lorsque l'inclusion existait, lorsque les gens étaient libres d'être eux-mêmes et lorsqu'ils pouvaient amener ce qu'ils sont au travail, la diversité d'idées que ça amène, la capacité de rebondir, la capacité d'aller vers d'autres marchés, de développer d'autres produits beaucoup plus forte. Ça nous semble un critère important pour la résilience. Plus verte, c'est connu, il faut s'occuper de nos ressources et il faut les développer, mais il faut aussi trouver des façons de réutiliser. On aime bien, par exemple, on est investisseur dans une entreprise qui s'appelle Alliance Magnésium qui utilise les rejets de la mine pour aller en chercher du magnésium plutôt que d'aller en trouver du neuf, là, quelque part. Donc,
il faut pousser plus loin, puis on a tellement d'opportunités de développer là-dedans. Tout ce qui pourrait être les façons vertes de faire les choses, c'est définitivement un avenir, puis il y a des marchés incroyables qui s'ouvrent. Puis quand on est sur le performance, c'est une notion d'abord d'innovation. Il faut réussir à découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources parce qu'il faut de la croissance économique, mais on ne pourra pas toujours prendre de plus en plus de ressources. Et ça passe notamment par l'économie du savoir et une capacité d'innover puis de faire une transition numérique. Ça passe aussi par le renforcement des entreprises qui répondent aux 3 premiers critères et leur donner l'opportunité d'aller prendre leur place dans le monde. Le monde, il se redéfinit et notre groupe, c'est un groupe où ces préoccupations-là vont devenir de plus en plus importantes et ça va donner une résilience incroyable aux entreprises de prendre cette voie-là. Il y a quand même un enjeu là, qui est associé à la crise quant à la mise en place de transformation. On veut un virage vert, plus d'économie circulaire, des pratiques éco-responsables, mais on peut penser aussi que certaines entreprises vont se dire, ah ben là, vu qu'il y a la crise, je vais reporter à plus tard ces changements à opérer. De quelle manière est-ce qu'on pourrait engager davantage nos entreprises, nos acteurs organisationnels à opérer ces changements alors qu'il y a la crise plutôt qu'à les reporter à une période ultérieure? Est-ce que c'est par exemple, des incitatifs, des obligations, des changements de normes auxquels il faut se commettre? Est-ce qu'il y a d'autres voies d'action qu'on pourrait envisager? Là-dessus, j'aimerais ça vous entendre les deux, en commençant par Mme Leroux. Oui, d'accord. Ça va me faire plaisir qu'à un moment donné, on commence par Mme Morin et puis… Oui, la prochaine. Ça me fait plaisir de mettre la table. Et puis, mais je reviens, j'aime ça rebondir parce que j'aime beaucoup, Geneviève a beaucoup parlé de la dimension humaine de cette crise. Et puis, au fond, la transformation, c'est d'abord et avant tout une posture humaine. Hein? Et puis, la résilience, c'est d'abord aussi une posture humaine. Moi, je crois que fondamentalement, ces éléments de relance verte, idéalement, et ça c'est une conviction profonde, devraient devraient démarrer d'une forme de leadership humain des dirigeants d'entreprise. Idéalement, c'est comme ça qu'on voudrait le faire, il n'y a aucun doute, parce que c'est comme ça qu'on va arriver aux meilleurs résultats, puisque ces convictions-là vont se matérialiser dans une stratégie, vont se matérialiser dans des valeurs, puis je ne veux pas toucher certains des points que Geneviève nous a parlé sur ces grandes tendances. Et ça fait finalement un plan d'affaires, ça fait une action dans la société qui est beaucoup plus durable. Et en ce sens-là, je pense que l'entreprise de M. Lagonière est un excellent exemple de cette conviction de base et puis qui a amené en fait au succès et au développement et à la croissance de l'entreprise, puis à une croissance au fond qui est durable. Ceci dit, on est dans un contexte qui, à mon avis, est tout à fait, appelons ça, favorable à ce que les facteurs externes aillent dans le même sens. Je m'explique. Regardons le budget fédéral qui a été proposé hier. Il y a des éléments extrêmement substantiels sur l'appui à la relance verte. Que ce soit dans les fonds d'innovation. Donc, il y a une série de mesures gouvernementales qui, en fait, vont donner un petit coup de pouce additionnel pour qu'on s'engage à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un considérant. Il y a plusieurs institutions financières aussi qui ont pris un engagement beaucoup plus clair dans leur pratique, finalement, de financement ou de capital lorsqu'elles font de l'équité, d'être très, très, très engagées. Prenons l'exemple, je vais prendre un exemple public, celui d'Investissement Québec. Et Geneviève et moi, on était autour de table quand on a discuté de ça au niveau du plan stratégique lorsque nous étions autour de table. Il y a une dimension verte extrêmement importante. Donc ça, c'est un autre petit coup de pouce. Je dirais, troisième élément, que si vous êtes une société qui considère des marchés publics, les grands investisseurs, si vous regardez, que ce soit au Canada, aux États-Unis, puis on n'a pas besoin de nommer des noms, là, mais on a une poussée extrêmement importante. Vous regardez les agences de notation qui, elles aussi, commencent à donner des ratings de plus en plus, je dirais, importants et écoutés sur la dimension verte. Et dernier facteur, juste pour continuer finalement l'environnement, qui est peut-être le plus important, les clients
appelons ça la communauté, les jeunes, les employés, donc les gens qui composent, qui vont faire éventuellement le succès de l'entreprise, s'y attendent aussi. Donc, quand on regarde tous ces morceaux-là, je dirais qu'on a... en fait, ça nous prend de très, très bonnes raisons pour ne pas s'engager. Je vais le dire à l'inverse. Et ne pas le faire, si vous êtes à la gouvernance de l'entreprise, peut peut-être s'expliquer, mais est-ce peut-être une question de timing? Point d'interrogation. Mais vous avez à gérer le risque. Parce qu'il y a un risque de ne pas s'engager ici si vous pensez à la durabilité de l'entreprise. En tout cas, c'est mes réactions à votre question. J'ai hâte d'entendre Geneviève aussi, là. Alors, Madame Morin, de quelle manière voyez-vous Ben, l'incontournabilité de ces changements? Bien d'accord. D'abord, ça naît effectivement de la volonté individuelle, puis on la sent, puis elle est là. On ajoute à ça, les gouvernements là, vont aider de toute façon à la relance. Il va falloir qu'ils injectent d'argent dans l'économie et puis qu'ils appuient. Après ça, il y a une certaine sélection possible de y être qui plus que d'autres. Et est-ce qu'on veut maintenir certains types d'entreprises ou en développer d'autres? C'est là que c'est intéressant et important de voir les efforts qui sont faits pour appuyer l'économie verte, pour appuyer les projets qui vont dans ce sens-là également. On l'a parlé, la conjoncture est très bonne. Le plan Biden, c'est maintenant. Là. Alors, tant mieux pour les entreprises qui avaient commencé avant, parce que c'est le temps. Mais une entreprise qui dit « je reporte parce que j'attends que les choses aillent un peu mieux puis que la COVID soit finie », là, il est en train de manquer le bateau. Ça, c'est important de se le dire. Il y a aussi le fait que je pense que les entreprises veulent faire des changements, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Mais là, on l'a dit au début, la COVID, elle nous a amenés dans un contexte où on s'est rendu compte qu'on était plus capable qu'on pensait et où les gens sont plus ouverts au changement. Et de toute façon, il va falloir redéfinir plusieurs choses dans notre façon. Quand on va retourner au travail, on va retourner comment? Il faut réfléchir des éléments. Et donc, c'est une belle occasion de venir changer des façons de faire, des procédures. Et le timing est impeccable. Ceci étant dit, on parle règlement, on parle... Un marché du carbone, c'est nécessaire pour se rendre à des émissions de gaz à effet de serre. On peut toujours augmenter la promesse qu'on fait, là, mais pour réussir vraiment à faire baisser le marché les émissions de gaz à effet de serre, une tarification du carbone, c'est requis. L'idée, la pollution, elle a un prix. Quelqu'un paye pour de toute façon, aussi bien que ce soit les bonnes personnes et que ça permette d'aller remettre le marché un peu plus droit là, et donc rendre payant des activités qui permettent d'éviter les gaz à effet de serre. Puis il y a aussi des choses qui peuvent être faites pour inciter les entreprises en essayant de lever les freins. Puis je pense que nous, en tout cas, c'est une chose sur laquelle on travaille beaucoup. On sait que les entreprises veulent, mais pourtant, des fois, ça n'arrive pas. C'était le cas, par exemple, en efficacité énergétique, ça n'arrivait juste pas. On a dit, on va mettre en place la Sofiac qui offre une offre complète. Il y a des solutions qui peuvent être créées pour faciliter l'expression de la volonté. Et je rejoins Monique, les gens veulent, puis ça tombe bien parce que nos entrepreneurs, ils veulent effectivement ça de plus en plus. Merci. Madame Morin, il y a un document important là, qui a été déposé hier, le budget fédéral, avec un vaste programme. Est-ce que vous considérez que ce budget contient les éléments nécessaires pour assurer la relance économique verte et transformationnelle? Est-ce que vous seriez allé plus loin? Ou déjà, ce qu'il y a sur la table, là, ça devrait nous mener à bon port? Bien, moi, je me réjouis d'un premier bout qui est... parce que ça n'arrive pas toujours. Les gouvernements, des fois, ils créent des commissions, des consultations, ils réfléchissent, ils demandent des opinions, puis ensuite, quand vient le temps d'agir, ils font d'autres choses. Il y a quand même plusieurs liens avec le comité sur lequel que présidait Monique, et donc, je vais lui laisser le plaisir de faire ces liens-là, mais il reste que ça, c'est heureux de voir que le plan réfléchi et commence à être mis en branle. Et dans ce sens-là, c'est très positif. Ce que je souhaite souligner aussi, c'est qu'il y a une place importante qui est donnée au vert, puis il y a une place importante qui est donnée au rose. Et ça me fait beaucoup plaisir également. Je pense que le système de garderie, quand on voit comment les femmes ont été affectées par la COVID,
quand on voit l'impact économique que ça a eu au Québec. L'impact transformationnel aussi, je trouve que la relation que les jeunes ont avec les enfants, les jeunes hommes aussi, tout ça est un peu différente. En fait, on voit là, puis les opportunités encore pour ce que ça joue sur l'équité. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir que ça va se répandre à l'ensemble du Canada. Ça va nous aider d'un point de vue compétitif. Ça va aider le Québec qui va recevoir de l'argent. Alors, c'est une bonne chose. Et puis, il y a des efforts également qui sont faits pour augmenter le revenu dont disposent les gens qui travaillent à faible salaire. Ça aussi, je pense que c'était vraiment dû. On l'a vu dans le contexte de la COVID, à quel point on dépendait de ces gens-là. Plusieurs ont perdu leur emploi de façon drastique. Ensuite, où on a cherché à les retrouver. C'est bien qu'on pense à eux, qu'on s'en occupe et qu'on s'assure qu'ils aient un revenu minimalement décent. Merci. Madame Leroux, de votre côté, quelle analyse faites-vous du budget? Écoutez, une analyse que je dirais très positive dans l'ensemble et qui, sur plusieurs volets, est assez convergente avec les travaux qu'on a faits au Conseil aussi. D'abord, le budget est construit en fait avec 4 grands chapitres. Un chapitre qui est comme immédiat, là, donc comment on fait face à la COVID. Le deuxième touche un petit peu plus comment est-ce qu'on relance la croissance. Le troisième touche plus des éléments plus à long terme, puis vient asseoir en 4e chapitre un peu un gouvernement dit responsable et relativement rigoureux dans sa machine. Donc, cette construction-là, d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'on avait comme placé le rapport. Le gouvernement est allé en fait plus loin et je suis totalement en accord avec cela et je vais reprendre le terme de Geneviève, sur le volet rose des choses, c'est-à-dire sur toute la question des services de garde, l'appui donc aux familles et aux femmes en particulier. C'est un volet qu'on avait regardé un peu moins, pas parce qu'on était en désaccord, mais parce que le mandat nous amenait plus à regarder le volet entreprise. Mais personnellement, quand je regarde les propositions qui sont faites à ce niveau-là, elles m'apparaissent faire plein de sens, d'autant plus que quand on regarde le volet économique au Québec, une grande partie finalement de cette croissance économique qu'on a eue, si vous regardez les analyses qui ont été faites par Pierre Fortin, qui est un économiste de grand talent, bien, ça démontre qu'au fond, le système de garderie, avec la présence des femmes plus grande sur le marché du travail, a été un facteur très, très, très positif sur l'économie du Québec. Donc, moi, je pense, et surtout quand on regarde les chiffres de ce que ça coûte, la garde d'enfants dans certaines provinces, puis qu'on s'en va jusqu'à Toronto, on se dit, mais c'est pas possible, là. Alors, donc, moi, je salue cela. Deuxième élément, sur toute la croissance de l'économie et les mesures qui touchent les entreprises, le concept, en fait, est non pas de créer tant de nouveaux programmes, mais de dire, comme on dit souvent en anglais, doubling down, c'est-à-dire de prendre les programmes existants et de les renforcer, les étendre ou d'accroître les budgets. Et ça, c'était un peu l'esprit de ce qu'on avait recommandé en disant, bien, plutôt que de réinventer la roue, pourquoi ne pas prendre des programmes qui fonctionnent bien, comme le programme Paris, le Fonds d'innovation, je pourrais en nommer d'autres, et aller tout simplement renforcer ces programmes-là par des budgets additionnels. Et c'est ce qui a été retenu comme idée. Donc, au niveau, moi, ce que je retiens, tout ce qui touche la main-d'œuvre, meilleur alignement des programmes de main-d'œuvre et de formation en lien avec les entreprises, les programmes de stage auprès des jeunes. Si je m'en vais sur l'approvisionnement, les infrastructures, le financement, le capital, donc certaines des mesures là, qui ont été annoncées dans le budget, très, très en lien avec ce qu'on avait entendu d'une part. Donc ça, je salue cela. Et finalement, sur la perspective plus à long terme de la relance verte, bien, je pense qu'on en a parlé et conceptuellement, je suis absolument d'accord avec cela. Il y a une grande opportunité pour le Canada. Et au fond, ce que j'espère, toutefois, c'est le dosage, entre guillemets, des fonds publics avec la venue des fonds privés. Ce qu'on avait mis de l'avant dans le rapport, c'était de dire oui, des fonds publics, absolument. On avait même un chiffre de l'ordre de 100 milliards de dollars, donc ça se ressemble. Mais on l'avait mis sur une période un petit peu plus longue de façon à accélérer l'incitatif de fonds privés, parce qu'un des enjeux qu'on a au Canada sur la compétitivité du pays et de nos entreprises, c'est le niveau d'investissement privé
qui est plus faible quand on le compare à d'autres pays comme les États-Unis, à titre d'exemple. Donc, on voulait utiliser le concept du budget et je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec ce qui est mis de l'avant, mais j'ose espérer que ça va entraîner des investissements privés substantiels qui vont venir, au fond, donner un effet de levier à l'investissement public. On le voit, si tu permets, il y a une petite section en termes d'économie verte où il y a cet espoir-là de faire du financement mixte, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille nous aussi souvent pour dépasser ou débloquer une situation initialement. Le secteur privé trouve qu'il y a trop de risques alors qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça, ou encore ils ont l'expertise, mais ils n'ont pas la taille pour le faire. Alors, le fédéral peut venir, le gouvernement peut venir rajouter de l'argent, soit pour aider à atténuer un peu la perception de risque pour recueillir, ou encore pour renforcer les possibilités de rendement, ou pour juste augmenter l'ampleur de ce qui est fait. Mais en le faisant de cette façon-là, plutôt qu'en faisant des subventions séparément, ben, on réussit à amener les gens du privé à œuvrer au sein de cette transformation-là, plutôt qu'à la regarder sur les lignes de côté, à s'y embarquer, à voir concrètement, très réellement comment ça se passe et ce que c'est. Je prends un petit exemple qui se fait, mais c'est le fonds Inland 6, qui est un fonds qui acquiert des crédits carbone sur le marché, qui les acquiert à escompte, ce qui facilite le financement de projets qui vont générer des crédits carbone, alors que les banquiers, tout ça, ne connaissent pas trop. Mais quand on a des projets innovants comme ça, avec des gens qui connaissent ça, d'être capable d'en augmenter l'ampleur, ça serait des choses qui permettraient d'accélérer la transition avec des coûts assez faibles pour le gouvernement. Et Geneviève, je rajouterais à ce que tu dis, qui est très extrêmement juste. Idéalement, on veut renforcer au Canada et au Québec les écosystèmes. Oui. Et c'est là que lorsqu'un partenaire public arrive, il peut venir aider à ce que privé, public, là, on ait un écosystème plus robuste. Et si on regarde dans certains cas, encore une fois, puis les comparaisons sont toujours boiteuses, il faut faire attention à ça, mais on n'est pas toujours aussi robuste qu'on pourrait être pour bâtir des écosystèmes au Canada et au Québec. Et si on était capable de le faire dans tous les volets, puis il y a des endroits où ça va assez bien, mais que ce soit en aérospatial, que ce soit dans tout ce qui touche l'énergie propre, que ce soit dans les différentes filières des batteries, si on arrive à pouvoir bâtir des écosystèmes, moi, je pense qu'on est à ce moment-là beaucoup plus robuste ensemble que d'y aller au one-on-one avec des subventions ponctuelles. Je suis d'accord avec ça. J'invite notre auditoire à nouveau à nous faire parvenir des questions. Sinon, on poursuit notre conversation. Il y a le thème de la diversité qui a beaucoup marqué la dernière année. On le sait, c'est un thème pour lequel il y a encore beaucoup de chemin à faire. En fait, diversité, équité, inclusion. L'Est de Montréal, d'ailleurs, est composé d'une belle diversité. Alors, comment la mettre davantage en lumière? Est-ce que vous auriez quelques pistes d'action simples, des suggestions pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, qui veulent améliorer, je dirais, leur performance en ce domaine? Si on commence avec vous, Mme Morin. La première chose, dites les gens qui veulent, puis ça, c'est fondamental. Je pense que ça vient de cette volonté-là qu'on sent de plus en plus, puis qui existe parmi nos entrepreneurs de s'éveiller et de connaître les gens des autres, de la diversité, d'amener de la diversité à leur conseil. Je dirais, la première chose qu'ils devraient faire, c'est mesurer, puis organiser des mesures. Parce que si on mesure rien, ce qu'on mesure finit par se faire quand on se rend compte qu'on a fait tant d'embauches l'année passée, puis X% hommes-femmes, tout ça. Alors ça, c'est des éléments qui sont importants. Puis on voit, j'ai 70% de mes promotions, c'est des hommes. Ah, tiens donc. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais réfléchir. Il y a un rapprochement possible avec des organisations. Il y a beaucoup de difficultés qui viennent de ce qu'on ne connaît pas. On n'est pas dans les mêmes réseaux, on n'est pas capable on ne fait pas nos recrutements aux bons endroits, ou encore que ce soit pour les membres de conseil ou pour des employés ou tout ça.
Alors, se rapprocher des différents réseaux, des organisations, il y en a plusieurs sur le territoire de l'Est de Montréal là, qui sont capables de donner un bon coup de main aux entrepreneurs qui souhaitent diversifier davantage ou qui voudraient faire connaître les opportunités d'emploi chez eux un peu plus largement. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Après ça, ben, donner de l'occasion. Il faut réussir à l'interne à faire que les gens, au-delà des endroits où ils sont, quand on veut faire grandir les gens, leur donne l'opportunité de travailler sur un projet spécial, d'avoir l'occasion d'être partie à quelque chose, un petit comité un peu plus stratégique, mais qui donne l'occasion aux gens de développer. Et puis, c'est intéressant pour ces comités-là aussi, parce que par exemple, chez nous, on a constaté qu'on a plusieurs employés de la diversité, mais moins dans le middle management. Mais c'est bien d'inviter des gens qui sont sur le terrain aussi à participer à ces petits groupes-là. Ils amènent aussi un autre point de vue de leur position dans l'entreprise et ça leur donne une belle visibilité dans l'entreprise, puis une belle visibilité sur ce que l'entreprise fait, puis une meilleure compréhension aussi. Fait que ce sont les éléments que je recommanderais. Oui, des bonnes idées. Sortir des sentiers battus, entre autres, là. Oui. C'est sortir de notre zone de confort, comme on dit souvent. Madame Leroux, de votre côté. Écoutez, je suis bien en accord avec les propos de Geneviève. Je dirais que d'une certaine manière, la diversité, c'est d'abord et avant tout, c'est une question qui est à la fois collective mais individuelle. Puis des fois, se poser soi-même la question si on est chef d'entreprise ou si on est une personne qui a un rôle d'influence dans l'entreprise ou auprès de sa communauté, comme la Chambre, à titre d'exemple, c'est-à-dire est-ce qu'on y croit fermement et avec conviction à cette notion de diversité? Si oui, il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est probablement de se dire comment je bâtis la confiance. Et la confiance, elle doit être réciproque. Elle doit être dans la personne qui est différente. Et comment est-ce qu'on bâtit sa confiance de pouvoir faire ce fameux vivre ensemble dont on parle? Et à l'inverse, comment nous, on bâtit notre confiance à l'égard d'une personne qui fondamentalement peut être différente. Donc, il y a un volet là-dedans qui est franchement assez psychologique et d'une certaine manière, on a des biais inconscients. Puis, on n'est pas toujours conscient de ces biais-là. Et donc, ça, c'est peut-être le premier volet sur lequel on a tous franchement du travail à faire. Une fois qu'on a reconnu ça, là, je rejoins totalement Geneviève en disant, il faut partir d'une base de faits. Parce que parfois, on peut penser qu'on est, entre guillemets, très ouvert à la diversité, mais quand on commence à regarder nos chiffres, puis qu'on commence à demander une enquête avec nos employés, on va se rendre compte que ce qu'on pense et la réalité, il peut y avoir un grand écart. Et un grand écart sur la perception. Puis la perception dans ce contexte-là devient une certaine forme de réalité. Et donc, une fois qu'on a une bonne connaissance des faits, puis ça se fait souvent par des sondages qu'on peut faire, et puis c'est pas juste une question de faire ça à l'intérieur des employés. Si on croit vraiment à la diversité, ça va finir par avoir un impact sur nos clients, nos fournisseurs, pour le regarder d'une façon, encore une fois, assez holistique. Et donc là, ça nous amène dans des zones où, c'est pour ça que ma première question, c'est de dire est-ce qu'on y croit d'abord? Parce que si on y croit, ça a une série de conséquences. Et puis ensuite, là, je rejoins totalement Geneviève sur des moyens de faire grandir cela à l'intérieur de l'entreprise. Puis ce qui peut beaucoup aider, c'est aussi la dimension de la croissance de l'entreprise. Plus une entreprise se retrouve d'une manière à être sur des marchés qui ne sont pas juste des marchés homogènes, qui sont des marchés à travers le monde, puis à un moment donné, ça force l'organisation, les gens à s'ouvrir vers des cultures qui sont différentes et des approches qui sont différentes. Personnellement, moi, j'aime, et puis on peut aller même plus loin parce que ça va au-delà de la dimension strictement de communauté culturelle, c'est la diversité de pensée. Donc, ça va jusque-là. Est-ce qu'autour de la table, on veut tous avoir des gens qui ne pensent que comme nous ou on est à l'aise d'avoir des gens qui peuvent penser différemment, qui peuvent apporter une diversité? Il y a ce volet-là aussi. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus difficile à gérer, mais quand on y arrive, non, sérieusement, mais quand on y arrive,
honnêtement, ça nous permet d'avoir un impact beaucoup plus grand puis une stratégie beaucoup plus robuste et à long terme. Oui, et une richesse également beaucoup Oui. plus vaste. Bien, vous incarnez en fait toutes les deux les avancées auxquelles ceux qui prônent une plus grande égalité entre hommes et femmes, une plus grande place pour les femmes dans les postes de pouvoir aspirent. Globalement, quand même, les progrès, là, on le sait, pour les femmes se font très, très lentement. Je disais l'autre jour dans une entrevue que suivre l'évolution de l'égalité homme-femme, c'est un peu comme regarder pousser le gazon. On a l'impression que rien ne bouge, mais finalement, ça bouge, mais vraiment très, très lentement. Il faut juste être patient. Donc, est-ce que c'est qu'une question de patience, à votre avis, ou s'il faut donner un petit coup de barre, là, dans le fond, pour faire en sorte de provoquer des changements plus rapidement que ce que l'on a vu là, ces dernières décennies? Donc, Mme Morin, ensuite Mme Leroux. Bien, j'étais contente de voir hier dans le budget, ça aussi, la ministre met des choses pour les banques, pour les sociétés fédérales, où il y aura des obligations, à tout le moins de divulgation de la situation du niveau de diversité, tout ça, c'est très important. Je sais que moi, si j'ai été sur le Conseil d'investissement Québec, c'est notamment parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Charest qui avait décidé que ces conseils d'administration-là de sociétés publiques devaient être moitié-moitié hommes-femmes, et ça a amené beaucoup de changements dans la composition de ces conseils-là. Et donc, je pense que ça prend une volonté exprimée, un petit peu plus forte pour réussir à accélérer les choses. Il faut aussi accepter la différence, puis la valoriser, puis la montrer. En fait, c'est qu'on a longtemps dit aux femmes, t'es capable, il faut que tu sois forte toi aussi, impose-toi, etc. Mais il y a d'autres types de leadership que celui-là. Et justement, le fait que les femmes deviennent leaders plus, elles l'ont démontré. Et en plus, ça a permis à des hommes dont le type de leadership était différent d'assumer leur propre style. Donc, il faut aussi permettre cet éventail un peu plus large de vision de qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un membre de conseil d'administration, qu'est-ce que ça nous apporte. Est-ce que quelqu'un qui est sur notre conseil, c'est nécessairement quelqu'un qui a une longue expérience de vie? C'est une des composantes intéressantes parce qu'on va aller chercher, mais peut-être qu'on veut aussi aller chercher d'autres éléments pour comprendre mieux nos clients, pour être capable de mieux appréhender les technologies, etc. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on cherche quand on cherche la diversité. Ça nous incite à accélérer normalement. Merci, fort intéressant. Madame Leroux. Il y a eu des progrès quand même importants, puis là, je vais d'une certaine manière révéler un petit peu mon âge, mais si je retourne au début des années 80, au moment où j'ai commencé comme jeune comptable agréé dans un cabinet national, mais qui était très important à Montréal, bien, honnêtement, nous étions moins que 5% de femmes dans ce secteur-là. Quand on regarde les choses aujourd'hui, on voit bien que dans les écoles de gestion, dans les cabinets, on est dans un portrait qui est totalement différent. Ça fait quand même un certain temps, 1980, mais c'est quand même pas un siècle. Hein? Bon, alors, et donc, on voit une progression extrêmement importante qui est arrivée et j'en suis très contente. Ceci dit, est-ce que ça vient tout seul, sans mesure? La réponse à ça, c'est non. Parce que chasser le naturel, il y a c'est un peu comme l'engagement vert dont on parlait tantôt, là. À un moment donné, on y arrive, mais est-ce que c'est tout le monde qui a cette conviction-là dès le départ? La réponse à ça, c'est pas vraiment. Donc, le fait de se donner des objectifs, le fait de les communiquer, le fait, et là, je vais faire un petit aparté pour toutes les sociétés d'État qui représentent au fond la population, qui représentent les citoyens. Il me semble que ça fait plein de sens, cette notion d'avoir au fond des quotas pour arriver à une certaine représentativité des parties prenantes, parce qu'après tout, on parle de l'argent du public. Donc ça, moi, j'y vois vraiment une logique. Tant qu'aux sociétés publiques, sociétés privées, bien, je pense que là, il faut se ramener pour le faire pour les bonnes raisons, puis il faut se donner des objectifs et puis il faut se mesurer.
Ce qui ne se mesure pas n'est généralement pas vraiment géré. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant parce que, au fond, ça nous fait découvrir des talents. Ça nous donne l'opportunité aussi d'avoir une équipe qui va être probablement plus résiliente parce que c'est pas vrai que les hommes et les femmes sont exactement pareils dans leur approche. Il y a toujours des cas d'exception, mais il y a une complémentarité finalement de la dynamique de réflexion, de gestion de risque, de prise de risque, qui en fait, quand on s'en va sur des profils psychologiques un petit peu plus poussés, on se rend compte que parfois les niveaux d'audace sont plus importants chez les uns, les niveaux de gestion de risque plus importants chez les unes, mais quand vous mettez tout ça ensemble, ben, ça fait finalement une équipe beaucoup plus résiliente, robuste, diversifiée. Donc, on finit par prendre des actions pour les bonnes raisons. Puis, en même temps, ben, moi, je fais un appel un petit peu aux entrepreneurs, aux entreprises qui nous écoutent. Ben, plusieurs d'entre eux, d'entre elles, ont des familles, ont des enfants, ont des employés, ont des hommes et des femmes. Puis je pense que l'idée, c'est de faire le développement du talent, que ce soit des hommes et des femmes, mais il faut s'assurer à un moment donné, parce que j'ai pu l'observer avec ce que j'ai pu faire avant, que très souvent, naturellement, il y a des biais inconscients qu'il y a dans l'organisation ou dans les processus. Et donc, si on veut essayer d'y arriver pour vraiment avoir un leadership équilibré féminin-masculin, ben, il faut s'y intéresser puis éviter qu'il y ait des biais qui viennent, au fond, confondre un petit peu le résultat. Un grand merci, mesdames. Vraiment, on parlait des leçons qu'on pourra tirer de cette pandémie. Je pense qu'on pourra aussi tirer des enseignements de cette discussion. Vous formez un duo particulièrement visionnaire et inspirant, engageant, stimulant. Donc, on voit non seulement la relance venir, mais on peut maintenant la cadrer dans une perspective qui est particulièrement inspirante. Donc, un grand merci pour cet échange, cette conversation. J'aimerais maintenant pour vous remercier, en fait, en notre nom à tous, inviter un de ceux qui aura fort à faire à financer les nombreux projets qui prendront racine dans l'Est de Montréal au cours des années à venir. Il dirige en fait l'organisation qui est grand partenaire chef de file de la Chambre et j'ai nommé donc Guy Nadeau, directeur général de Desjardins Entreprises Est de Montréal. Merci beaucoup, Mme Fréchette, et merci à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal d'avoir mis sur pied ce panel aujourd'hui, composé de deux femmes, oui, une que je connaissais plus particulièrement, mais Mme Morin que je ne connaissais plutôt peu et que j'ai découvert vraiment aujourd'hui avec un grand plaisir. Vous êtes une femme immensément humaine, on le sent très bien dans vos propos, c'est senti, et une femme d'affaires aussi, ça, on le sent très, très bien. Ça, je suis très content d'avoir découvert cette facette-là de votre personnalité. Vous avez une profondeur d'âme et d'esprit que j'ai vraiment apprécié. J'ai pris beaucoup de notes, mais comme on est un peu serré dans le temps, là, mais je voulais vous remercier, Mme Morin, d'avoir été là. Sérieusement, j'ai beaucoup apprécié votre présence aujourd'hui. Et là, je me retourne vers quelqu'un que je connais un peu plus, évidemment, Mme Leroux, dont j'ai eu comme patronne pendant 8 ans, lorsqu'elle était à la tête du mouvement Desjardins. Mme Leroux, vous avez surtout pas perdu votre vivacité d'esprit, de synthèse. Et je vous dirais que je vous écoutais vos propos, puis j'avais l'impression d'être encore au mouvement Desjardins parce que je sentais tout votre dynamisme là, qui est là et votre impression là, des différents propos que Mme Fréchette a amenés aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment très inspirant. Vous deux aussi, le duo que vous avez formé aujourd'hui, c'était vraiment impressionnant de voir ça. On avait l'impression que ça faisait plusieurs fois vous répétiez, puis je sais que c'est pas le cas, pas du tout. C'est vraiment tout improvisé. C'était vraiment sympathique de vous voir aller ensemble. Et Mme Leroux, évidemment, c'est toujours un grand plaisir de vous côtoyer. Alors, évidemment, on le fait par écran, là, mais j'espère qu'on pourra avoir le loisir de le faire aussi en présentiel assez bientôt. Et là, je me lance un peu dans le vide en disant ça, Mme Leroux. Je vous écoutais parler, puis je me disais, je ne sais pas si Mme Leroux aura encore le goût de se lancer puis de donner à une province ou encore un pays comme le Canada, des fois, je ne sais pas, là, mais je vous mets ça dans votre réflexion. Peut-être que de la politique, il me semble que ça vous cadre bien avec votre élan et votre dynamisme et votre fougue aussi qu'on a toujours aussi autant apprécié au fil des dernières années. Réfléchissez. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir été présent et présente aujourd'hui. C'était vraiment enrichissant de vous écouter tous les deux. Évidemment, Mélanie Maître par Mme Fréchette, la PDG de la Chambre. Merci beaucoup.
Merci, merci M. Merci tout Nadeau. le monde. Merci à nouveau Mme Morin, Mme Leroux. Ce fut un immense plaisir, un privilège de vous accueillir et de vous entendre dans cette période particulière encore, singulière. Alors, pour notre auditoire, en fait, je vous invite à remplir le petit sondage qui apparaît sur le côté droit de votre écran et vous rappelle qu'on a également quelques activités qui viennent dans les prochains jours, notamment un panel PME demain qui portera sur l'optimisation de votre virage numérique demain matin. Jeudi, en fin d'après-midi, un réseautage express. Le 27 avril, on organisera une séance d'information pour le lancement d'un parcours qui vise à appuyer les entreprises dans leur démarche de transition vers des pratiques éco-responsables. Alors, une belle façon de donner suite à la discussion d'aujourd'hui. C'est un parcours donc qui mènera à la certification éco-responsable délivrée par Écocer. Et le 29 avril, nous recevrons la déléguée générale du Québec à Mexico pour nous parler des opportunités sur le marché mexicain. Alors, sur ce, un grand merci à nouveau et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir.